Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est CLSCAR pour l'épisode 63 de Parlons Constitution. Aujourd'hui, on va se poser la question du contrôle de constitutionnalité. La dernière fois, on avait parlé des différents contrôles de conformité des normes juridiques entre elles, donc par exemple de la loi au traité européen, ou alors de l'acte administratif à la loi. Enfin bref, on avait parlé de tout ça, on n'était pas entré dans le détail du contrôle de constitutionnalité, parce que on va en parler plus longuement à partir de cet épisode et dans l'épisode prochain, et aujourd'hui on commence par se poser la question, qui doit exercer ce contrôle de constitutionnalité? Mais comme d'habitude, avant toute chose, il faut voir quelques rappels, des rappels importants pour bien comprendre cet épisode. Tout d'abord, qui pour exprimer la volonté de la nation? On l'avait vu à l'épisode 6, la nation est souveraine et elle s'exprime par le constituant qui délègue à des représentants. Le souverain, c'est la nation. L'expression directe de la souveraineté, c'est la Constitution qui s'exprime donc avec le pouvoir constituant originaire ou dérivé, enfin peu importe, le pouvoir constituant soit qui a fait la première Constitution, soit qui la révise, qui est en fait l'expression de la souveraineté, l'expression de ce que veut la nation. Ensuite, la nation s'exprime également par des représentants de la nation, des délégataires de la souveraineté, par exemple les citoyens actifs comme citoyens passifs, ça dépend dans quel cas, le Parlement avec ses 3 chambres par la Constitution, l'Assemblée nationale, la Chambre des sages, le Conseil scientifique, aussi le gouvernement, donc pour le pouvoir exécutif, et le président de la République d'une certaine manière, qui n'est pas vraiment le pouvoir exécutif, mais qui a aussi des rôles importants à jouer. Je vous invite à aller revoir l'épisode sur les rôles du président de la République pour comprendre que pour moi, il n'est pas un chef de l'exécutif, mais il est un chef de l'État qui a un rôle de gardien, un rôle de représentant droit, un rôle d'arbitre. Ensuite, il y a les juges. Le pouvoir judiciaire, bien sûr, c'est les juges, et ils sont aussi, d'une certaine manière, des représentants de la nation, mais pour des rôles différents. Alors, quels sont les rôles du pouvoir judiciaire, donc des juges? On l'avait vu à l'épisode 39. De façon générale, c'est faire respecter le droit, notamment la Constitution, mais pas que, la loi aussi, etc. Donc c'est faire respecter le droit, et donc sanctionner son non-respect avec des différentes peines, bien sûr, pour ce qui est aussi du droit pénal. On a aussi un rôle d'arbitrage entre les conflits, pour trancher les litiges, entre particuliers, mais aussi avec l'administration, et de protection, bien sûr, de chacun, protection notamment des droits et libertés fondamentaux. Et tout ça, ça forme un rôle plus général qui est celui de maintenir la paix sociale. Le rôle du juge, c'est de maintenir la paix sociale. Il est là pour sanctionner le non-respect du droit, donc de permettre à la société d'exister, car si personne ne vient sanctionner le non-respect du droit, alors c'est soit le règne de l'arbitraire, soit le règne du plus fort. De l'arbitraire si c'est l'administration qui n'est pas sanctionnée, et du plus fort si c'est personne qui n'est sanctionné, y compris d'un point de vue pénal. Bon, continuons sur les rappels. La hiérarchie des normes, on l'avait vu à l'épisode 14. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie des normes? C'est une vision synthétique du droit, formalisée par Hans Kelsen, donc un juriste, peu importe, qui hiérarchise les normes juridiques avec le bloc de constitutionnalité en haut, le bloc de conventionnalité, donc tout ce qui est accords et traités internationaux ensuite, le bloc de légalité, et les actes administratifs, donc pris par l'administration, comme les décrets ou les arrêtés. À quoi ça sert tout ça? Ça permet de résoudre les conflits de normes juridiques. Il y a différentes visions qui existent de cette hiérarchie des normes. Dans Parlons Constitution, on suit la vision constitutionnaliste que je partage. Bien, il est temps de rappeler ce qu'on a vu dans l'épisode 62, en tout cas ce qui nous intéresse pour cet épisode-là, puisqu'on avait parlé, comme je l'ai dit au tout début de l'introduction, des contrôles de conformité. On avait vu notamment que ces contrôles de conformité permettent de maintenir l'état de droit. L'état de droit, c'est l'État, dans son ensemble, l'administration, qui est soumise au droit qu'elle édicte. L'administration est soumise au droit qu'elle édicte. Le législateur est soumis au droit qu'il édicte. Il doit respecter la loi, il doit respecter la Constitution. Tout le monde, le pouvoir politique, compris, doit respecter le droit. Donc les contrôles de conformité, c'est pour garantir un état de droit et le respect de la hiérarchie des normes. Alors on avait parlé entre autres du contrôle de constitutionnalité qui est légitime. On avait dit qu'il était légitime, pourquoi? Car il permet à la Constitution d'être complètement effective. S'il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité, pourquoi est-ce que le justiciable, pourquoi est-ce que l'administration, pourquoi est-ce que le législateur s'embêterait à la respecter? Pour que la Constitution s'applique réellement, pleinement,
complètement aux acteurs politiques et à tout le monde, à toute la société, qu'elle fasse vraiment son rôle de constitution, qu'elle puisse le faire pleinement et entièrement, il faut qu'il y ait un contrôle de constitutionnalité. Et, rappel, la Constitution, c'est le souverain. La Constitution, c'est l'expression directe de la souveraineté de la nation, de la souveraineté nationale. Mais alors, qui doit exercer ce contrôle de constitutionnalité? Pour bien comprendre ça, il faut voir ce qu'on avait déjà dit un petit peu là-dessus, notamment par rapport à la garantie des droits et au contrôle de constitutionnalité interne. On avait vu ça à l'épisode 18, on avait en fait commencé déjà à parler de contrôle de constitutionnalité. Et on avait dit, il faut garantir les libertés et droits fondamentaux. C'est ce qu'on avait dit à l'épisode 15, qui sont au niveau constitutionnel, ce qu'on avait dit à l'épisode 16. Tous les actes pris, tout le droit doivent les respecter. Oui, tout le droit de respecter la Constitution. Les libertés et droits fondamentaux sont au niveau constitutionnel, donc tout le droit, tout le monde, tous les actes pris par l'administration doivent respecter la Constitution et donc ses droits et libertés fondamentaux. On avait dit que les droits et libertés fondamentaux sont au niveau constitutionnel, donc pas au-dessus. C'est pourquoi j'avais déjà dit qu'ils devaient être garantis, protégés par ce contrôle, avec la même procédure que pour le contrôle de constitutionnalité externe. Contrôle de constitutionnalité interne, c'est pour les libertés et droits fondamentaux. C'est pour une constitution sociale. Car oui, il y a deux parties de la Constitution, les droits et les libertés fondamentaux, la Constitution sociale, et tout ce qui concerne l'organisation du pouvoir politique et des institutions, la Constitution politique. En fait, j'ai marqué ici, c'est le reste de la Constitution hors droits fondamentaux. C'est comme ça qu'on peut y penser. Le contrôle de constitutionnalité interne, c'est concernant tout ce qui est principes, libertés, droits fondamentaux. Le reste, c'est l'organisation, c'est l'encadrement du pouvoir politique, c'est tout ce qui concerne les procédures, tout ce qui concerne plutôt, on va dire, la forme des institutions, leur fonctionnement. Bien. Alors, qui doit exercer ce contrôle de constitutionnalité? Eh bien, pour comprendre ça, il faut aussi comprendre qui dispose du pouvoir judiciaire actuellement et qui devrait disposer surtout du pouvoir judiciaire, tant par la Constitution. Selon moi, ce qu'on avait vu à l'épisode 40, on avait dit qu'il fallait des juges professionnels, donc sur concours, même s'ils sont nommés officiellement et surtout pour les plus hauts postes, par un organe indépendant mixte. Un organe indépendant mixte qui pourrait porter le même nom actuellement que le Conseil supérieur de la magistrature, ou un autre nom si on doit garder le Conseil supérieur de la magistrature tel qu'il est actuellement, et en faire un autre organe, mais ce serait plutôt logique de garder le même nom, tout en changeant complètement son fonctionnement et surtout faire en sorte que ce soit un organe indépendant mixte, vraiment indépendant, un tiers judiciaire, un tiers politique et un tiers populaire. Alors, à tout ça, il y a une exception, c'est bien sûr les cours d'assises. Les cours d'assises, il y a un juré populaire, donc pour le consentement populaire, qui est tiré au sort, en plus des juges professionnels. Enfin, dernier rappel, on va vraiment pouvoir rentrer dans l'épisode, c'est en ce qui concerne les deux ordres de juridiction en France, il y a l'ordre judiciaire qui s'occupe des litiges entre personnes privées, et l'ordre administratif qui s'occupe de tout le contentieux qui implique l'administration ou ses agents en fonction. Bien, et quand même un dernier rappel sur l'indépendance des juges, à l'épisode 41, on avait dit que s'ils sont soumis à un autre pouvoir, alors ce pouvoir peut ne pas respecter le droit, donc il faut qu'il soit complètement indépendant, pour que le justiciable ait aussi confiance en la justice. Et ça passe par quoi? Par le mode de désignation qui garantit l'indépendance, fondé aussi sur la compétence des juges. Donc le mode de désignation, on vient d'en parler, pour les juges c'est le concours, et la nomination par un organe indépendant mixte. Et ça, on va s'en inspirer aussi dans cet épisode pour parler de qui doit exercer le contrôle de constitutionnalité. Enfin, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Le statut des juges est également protecteur. Le statut des juges dit que le mandat est à durée fixée et non renouvelable. C'est ce qu'on avait dit dans l'épisode 41. Mais attention, j'aimerais rajouter quelque chose. J'avais dit ça, mais c'est voilà pour dire de façon générale ce qui permettrait une réelle indépendance complète des juges. Le truc, c'est que c'est pas toujours ça, en fait, ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Pourquoi est-ce qu'on souhaite qu'il soit non renouvelable, ce mandat? Eh bien, c'est si on veut éviter toute pression au renouvellement, notamment par la personne qui serait chargée de nommer ou d'élire le juge. Si c'est pas renouvelable, le juge peut très bien faire ce qu'il veut, de toute façon, il ne sera jamais renouvelé dans sa fonction. Donc il n'a pas de pression, il n'y a pas du tout de risque de corruption, en tout cas, à cause de la pression du renouvellement ou non de son mandat. Mais la pression peut être vraiment infime et peut-être qu'on souhaite que la renouvelabilité existe.
Si il y a des nominations qui sont fondées sur la connaissance, sur les compétences, avec les concours, avec un organe indépendant mixte, pourquoi pas garder les meilleurs, en fait, les meilleurs juges qui sont sélectionnés, et s'ils sont bons et qu'ils ont fini leur mandat, pourquoi pas les renouveler en leur accordant de nouveau la confiance des personnes qui choisissent. Ça dépend vraiment de la conception. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut une pleine indépendance, une complète indépendance, si on veut éviter toute forme de pression sur le juge, il faut que le mandat soit à durée fixe et non renouvelable. Sachant que j'avais précisé, un mandat à durée fixe, ça peut être un mandat à vie. Là, je pense notamment aux juges de la Cour suprême aux États-Unis. Bien, mais continuons. L'indépendance des juges, c'est aussi leur inamovibilité. Ils ne peuvent être renvoyés que pour faute et par leur pairs. Personne d'extérieur à la fonction de juge ne peut les renvoyer. S'ils sont nommés, les personnes qui l'ont nommé ne peuvent renvoyer le juge. S'ils sont élus, les électeurs ne peuvent renvoyer le juge. Personne ne peut renvoyer leur juge, hormis les autres juges, si un juge a fait une faute. Donc c'est pas pour des opinions politiques, ou même des opinions juridiques, ou une façon d'interpréter la loi, ou la Constitution, non, c'est pour faute. Il faut qu'il y ait une vraie faute derrière. Tout ceci, je le répète une dernière fois, c'est pour qu'il y ait le moins de pression possible, le moins de menaces, de corruption, pour rester juge. Pour garantir une vraie confiance, une vraie neutralité de la justice. Bien, donc on va pouvoir attaquer pleinement cet épisode en se posant la première question, qui doit l'exercer, un juge ordinaire ou un juge spécifique? Un juge ordinaire, ce serait comme la Cour suprême aux États-Unis d'Amérique. La Cour suprême, donc ça c'est ce qui est dans l'arrêt Marbury versus Madison. Dans l'arrêt Marbury versus Madison, la Cour suprême dit qu'elle est compétente et a le devoir d'écarter une loi anticonstitutionnelle. Tout juge peut paralyser la loi dans son procès si elle est anticonstitutionnelle. Après plusieurs appels, s'il y en a, la Cour suprême peut paralyser la loi en dernier ressort. La loi n'est pas supprimée, abrogée, annulée, non, elle est toujours là, mais elle ne sera plus applicable parce que le juge, quand il la verra, la rejettera pour juger. En gros, il va l'écarter des affaires et va considérer qu'elle n'existe pas. Ça va rendre cette loi anticonstitutionnelle complètement inutile. Alors, si la Cour suprême paralyse la loi en dernier ressort, évidemment, chaque juge devra paralyser aussi cette même loi. C'est logique, la Cour suprême, c'est la Cour qui est le plus haut niveau de juridiction. Si elle décide quelque chose, les autres cours qui sont en dessous d'elle d'un point de vue hiérarchique vont devoir faire la même chose. Autrement dit, la Cour suprême, c'est la bosse des cours, c'est la bosse des juridictions, c'est la bosse des tribunaux. C'est elle la chef, c'est elle qui décide en dernier ressort. C'est comme en France, la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire ou le Conseil d'État pour l'ordre administratif. Aux États-Unis, il y a la Cour suprême. Et donc cette Cour suprême a le devoir d'écarter une loi anticonstitutionnelle et cette loi devient alors inutile, le législateur sera donc amené à la supprimer. On voit ici que c'est un contrôle diffus. C'est pas un contrôle direct sur le processus d'élaboration de la loi pour vérifier que la loi, avant même qu'elle entre en vigueur, pour vérifier si elle sera ou pas constitutionnelle. Non, c'est après coup, dans les jugements, de façon diffuse, quand la loi arrive à ses oreilles, j'ai envie de dire, lorsque la loi arrive sur la table, lors d'un procès, que là, la Cour suprême et les autres juridictions peuvent paralyser la loi dans le procès si elle est anticonstitutionnelle. Bien, mais ça peut aussi être un juge spécifique, comme en France avec le Conseil constitutionnel, ou alors même les autres cours constitutionnelles ailleurs en Europe. En France, l'article 56 de la Constitution de la Ve République nous dit que le Conseil constitutionnel comprend 9 membres dont le mandat dure 9 ans et n'est pas renouvelable. Donc ici, il y a eu le choix qui a été fait de pas renouveler les mandats. Donc c'est un mandat non renouvelable et donc ça permet à ces membres d'être pleinement indépendants. Et dans ce cadre-là, c'était vraiment important. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 3 ans, non. Parce que 3 des membres sont nommés par le président de la République, 3 autres par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Donc ils sont nommés par le pouvoir politique. S'ils sont renouvelables, ces mandats, qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir politique peut exercer une pression pour dire « Attends, tu veux que ton mandat soit renouvelé ? Tu veux rester juge ou pas ? Alors tu fais ce que je dis. Si tu fais pas ce que je dis, je te renouvelle pas. » Là non, il n'y a pas cette question qui se pose, il n'y a pas cette pression qui est possible puisque le mandat est non renouvelable. Bien.
Donc ça, c'est actuellement l'article 56. J'ai fait quelques coupures, j'ai pas mis tout l'article 56 parce qu'il y a des choses qui nous intéressent moins ici. Là, le but, c'est de montrer quoi? C'est de montrer que c'est un juge spécifique. Ce n'est pas la Cour de cassation, ni le Conseil d'État. Là, autre chose, je voulais parler de ça, c'est les 9 membres prévus ci-dessus, donc voilà, qui parlent des nominations. C'est important de savoir qu'actuellement ce sont des personnes nommées, pour bien faire la différence avec ce que je vais dire après sur ce que moi je pense qu'il faut. Là, on parle aussi de personnes qui sont membres de droit à vie du Conseil constitutionnel, qui sont les anciens présidents de la République. Bon, je le dis maintenant, pour moi, ça ne doit plus exister. Ils n'ont pas forcément de compétences juridiques, ils n'ont pas forcément de légitimité juridique pour exercer un contrôle de constitutionnalité. Alors oui, ils ont eu un rôle très important d'arbitre, de gardien de la Constitution, etc. Certes, mais ce ne sont pas des juges professionnels. Ils ne sont pas professionnels du droit à proprement parler. Et on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Le président est nommé par le président de la République, bon, ça c'est juste pour terminer un peu sur cette question de qui fait quoi, qui est nommé, voilà, quels sont les membres du Conseil constitutionnel actuellement en France. Bien, tout ça c'est dit, gardez-le en tête, vous pourrez revenir là-dessus, c'est un moyen pour vous de faire un écho, de faire une comparaison avec ce que je vais dire après. Donc, juge spécifique ou juge ordinaire comme aux États-Unis? Juge spécifique. Pour moi, c'est juge spécifique car c'est un droit spécifique, primordial. Il est primordial. Pourquoi? Car c'est le droit constitutionnel. Il organise et encadre le pouvoir politique. C'est lui qui est là pour déterminer ce que font les acteurs politiques, ce qu'ils ont le droit de faire, et ce qu'ils ont surtout pas le droit de faire. Notamment par rapport à la garantie des droits fondamentaux. Et oui, ça c'est vraiment essentiel pour que le justiciable, pour que le citoyen, pour que tout un chacun puisse avoir des droits fondamentaux qui soient respectés, garantis, protégés. Par sa nature, le droit constitutionnel est donc au cœur du contrat social. Le contrat social, on l'avait vu à l'épisode 3, je ne vais pas revenir sur ce que c'est, mais comprenez que c'est ce qui fait que la société fait société. Et la société, dans notre monde, c'est surtout l'État, on va se le dire. C'est l'État, puisque c'est l'État qui a le pouvoir politique le plus important. Ensuite, bien sûr, il y a les régions, il y a les départements, il y a les villes, etc. Mais c'est l'État. C'est l'État, c'est les droits fondamentaux, c'est les libertés de chacun. Et c'est quoi? C'est la Constitution. C'est ça qui est essentiel. Bien sûr, il y a la culture, il y a tout plein de choses à côté, mais ce qui est essentiel d'un point de vue politique de l'organisation générale, c'est la loi. C'est la loi, c'est la Constitution, c'est le pouvoir politique. Donc pour moi, un juge spécifique doit contrôler la constitutionnalité des lois. Alors, qui est ce juge spécifique? Pour moi, c'est pas un conseil constitutionnel, c'est véritablement une cour constitutionnelle. Une cour constitutionnelle nommée, élue, tirée au sort, par concours, par hérédité. Là, je vais pas relire ce tableau, je vous le laisse, de façon générale. On l'avait vu à l'épisode 40. J'avais donné les avantages et les inconvénients. J'aimerais juste parler ici des avantages de l'élection. L'élection, c'est une légitimité plutôt démocratique ou aristocratique, avec une sélection des meilleurs, donc ici ce seraient des meilleurs juges, qui ont une responsabilité, puisqu'ils sont élus, ils peuvent être réélus, donc ils sont responsables de ce qu'ils font, notamment puisqu'ils sont responsables de ce qu'ils font devant leurs électeurs, et c'est à peu près représentatif. Bon, ici, ce sera pas très important pour les juges. Ou peut-être un peu important pour ce qui concerne l'interprétation de la Constitution, puisqu'il y a toujours une interprétation des lois de la Constitution qui se fait. La loi, la Constitution n'est pas 100% claire. Elle l'est le plus possible, mais parfois on peut l'interpréter de différentes façons. Ce sont des petites nuances, le plus souvent, mais la façon dont on les interprète, c'est important. Et tout ça, c'est la jurisprudence des juridictions, c'est aussi toute la doctrine juridique qui va nous dire comment est-ce qu'on fait pour interpréter les lois, pour interpréter la Constitution, dans quel sens on va, quel pouvoir on se donne en tant que juge pour regarder la Constitution, pour faire le contrôle de constitutionnalité, est-ce qu'on le fait en profondeur, vraiment est-ce qu'on interprète énormément tout ce qui est droits fondamentaux, tout ce qui est principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, tout ce genre de choses, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est la question de l'interprétation, et donc la représentativité ici pourrait avoir un sens, puisque dans l'ensemble des juges, des avocats, des juristes, on va dire de façon générale, il peut y avoir différents courants, différentes doctrines sur la manière de juger, sur l'interprétation à avoir, à faire ou non, la méthode pour la faire ou ne pas la faire, donc pour interpréter ou non les lois, et comment.
Bon, bien sûr, il y a des inconvénients à l'élection, c'est long, c'est coûteux, c'est clivant, il y a risque de populisme et d'influence extérieure lors des élections. Mais ça a quand même de gros avantages. La nomination a des avantages aussi, mais reste tout des inconvénients, le faible consentement, le risque de favoritisme, le peu d'indépendance. Le concours est surtout le plus important pour moi, puisque c'est le mérite, c'est la compétence. La compétence est vraiment essentielle, la transparence du concours, l'objectivité, l'indépendance, la technocratie. Bref, je rentre pas dans les détails de tout ça, on a déjà vu aussi au début dans les rappels ce que moi j'avais dit pour les juges de façon générale, pour le pouvoir judiciaire, j'avais dit concours et nomination. Pourtant ici, je vais plutôt dire élection. Pourquoi élection ? Parce que c'est la sélection des meilleurs. C'est la responsabilité. On a besoin de personnes responsables pour exercer le contrôle de constitutionnalité qui est le contrôle le plus important, puisqu'il est au sommet de la hiérarchie des normes. Le bloc de constitutionnalité, c'est au sommet. Donc il n'y a pas de contrôle au-dessus. Le seul contrôle au-dessus, c'est, si on veut, le contrôle de la nation et du constituant, qui pourra réformer la Constitution éventuellement. Donc c'est un juge vraiment essentiel, primordial, de premier niveau. Et les élections, c'est pour 12 ans, renouvelées par tiers tous les 4 ans. Voilà, c'est ce que je propose. On pourrait discuter, ça c'est pas des questions réellement importantes. Pour moi, 12 ans, je trouve que c'est une bonne durée. C'est assez long quand même, donc ça permet aux juges d'être compétents, de se former et de réellement devenir experts dans ce domaine. Et il y a un renouvellement par tiers tous les 4 ans, pour éviter que les élections soient tous les 4 matins, et aussi surtout pour qu'il y ait des renouvellements réguliers sans complètement déstabiliser et casser la continuité des jugements, des décisions rendues par cette Cour constitutionnelle. Les anciens membres vont pouvoir donner tous les 4 ans aux nouveaux membres les informations, la façon de faire et permettre une certaine continuité, voilà, une forme de cohérence dans les décisions qui seront rendues. Et une efficacité aussi, ça c'est important. Qui seraient les électeurs ? Pour moi, ça devrait être uniquement les juristes. Donc on voit ici qu'on est entre la nomination, le concours, l'élection, puisque c'est seulement les juristes, donc des personnes qui ont reçu des diplômes, donc qui ont peut-être gagné des concours. Alors quel juriste, c'est à préciser. Est-ce que les professeurs de droit, ça compte ? Est-ce que c'est tous les juges ? Est-ce que c'est tous les avocats ? Enfin, pour moi, oui, il doit y avoir les juges, les avocats, c'est une évidence. Est-ce que les procureurs comptent ? Est-ce que les notaires, ça compte ? Ouais, pas sûr. Les greffiers, est-ce qu'ils comptent ou pas ? Bon, les jurys, ceux qui ont une réelle compétence juridique, attestée par un concours. Donc eux, ils pourront élire. Le mandat est-il renouvelable ou pas ? La question se pose. La question se pose, pour moi, oui. Oui, car on veut garder les meilleurs juristes, on veut garder les meilleurs juges, car c'est vraiment le contrôle le plus important, c'est la juridiction spécifique la plus importante, c'est cette cour de constitutionnalité qui va venir sanctionner la loi. Qui peut dire à une loi ? Non. Qui peut dire à un référendum ? Non. Qui peut dire à une élection présidentielle, à une élection législative ? Non, il y a non-conformité. Qui va réellement contrôler l'ensemble du pouvoir politique ? Alors il y a le droit administratif, bien sûr, mais il y a le droit constitutionnel, donc vis-à-vis de la Constitution, notamment dans les procédures. On a déjà parlé de certains pouvoirs de la Cour constitutionnelle tout au long de Parlons Constitution, notamment pour ce qui concerne les pouvoirs exceptionnels. Donc elle a vraiment un rôle essentiel de protection de la Constitution, de protection des institutions, de protection de la stabilité. C'est parce qu'elle joue son rôle réellement, pleinement, que la Constitution va pouvoir s'appliquer, que la Constitution va pouvoir être respectée. Et aussi, là, est-ce que c'est un problème que ce soit renouvelable ? Est-ce qu'il y a un risque de pression par les électeurs ? Bon, c'est des juristes. C'est des juristes. Je dis pas que les juristes peuvent pas avoir des pressions, peuvent pas mettre de la pression sur les juges. Mais ce serait une pression professionnelle. Ce sont des juristes, il y a une forme d'éthique, il y a une déontologie en tant que juriste. Le respect du droit. Pour le droit, c'est vraiment important. Le respect du droit, c'est important. Donc, est-ce que cette pression sera mauvaise ? Il y a peu de chance. Et surtout, on veut garder les meilleurs juges. S'il y a un juge qui veut, faire 24 ans, parce que 12, ça lui suffit pas, mais il est excellent, c'est l'un des meilleurs juges. Il rend des décisions exceptionnelles, fondées en droit, avec une argumentation parfaite. Pourquoi s'en passer ? Surtout pour le contrôle de constitutionnalité que, je le rappelle, je le répéterai encore au cours de cet épisode, est vraiment essentiel, primordial. Donc, qui sont les candidats aussi ? Ce sont évidemment des juristes. Je l'ai pas dit avant, mais c'était évident.
Ça permet aussi de garder, comme pour les juges traditionnels, cette importance du concours, de la compétence. Par ce mélange de concours et d'élections, on va vraiment sélectionner les meilleurs juristes, les meilleurs juges, les plus compétents pour avoir ce rôle essentiel de juge constitutionnel. Ce juge constitutionnel qui est, encore une fois, primordial, qui a une importance toute particulière. Alors, ces élections, ces candidatures seront contrôlées par un organe indépendant mixte, le même qui s'occupe des nominations des juges. C'est le même organe. Donc, un tiers politique, un tiers juridique, un tiers populaire. Aussi, c'est important de le préciser, les déclarations d'activité et d'intérêt, elles doivent être faites auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est pour garantir, notamment, que des candidats soient bien juristes, qu'ils n'exercent pas des fonctions qui pourraient être contraires à leur fonction, justement, de juge constitutionnel. Car on veut des juges indépendants et inamovibles, évidemment. Il faut protéger ces juges-là. Ce sont des juges extrêmement importants, je l'ai déjà dit 15 fois, ils doivent donc être inéligibles, sauf pour devenir juge constitutionnel, évidemment. Ça évite qu'il y ait une pression sur leur dos à cause d'autres élections. Ça évite qu'ils soient influencés politiquement. Ils doivent pas être politisés, bien sûr, ils peuvent l'être un petit peu, ils ont toujours le droit de vote, c'est pas possible de ne pas être politisé, c'est très compliqué, ils doivent rester neutres un maximum. Et pour que ce soit un peu le cas, il faut qu'ils soient inéligibles. Pas à vie, mais durant leur mandat de juge constitutionnel. Il faut aussi qu'ils n'exercent aucun poste à responsabilité dans un parti politique, c'est lié à ce que je viens de dire. Et même plus, il faut qu'ils n'exercent aucune fonction publique et aucune activité professionnelle ou salariée. Pourquoi ? Pour ne pas être influencés. Être influencés le moins possible, être le plus indépendant possible. S'ils ont une fonction publique, ils seront, influencés par cette fonction publique, par leur allégeance, par leurs amis, par leurs connaissances, par les personnes avec qui ils travaillent, par leurs fonctions. Ils vont vouloir les favoriser, naturellement, inconsciemment, peut-être même consciemment, ça ce serait encore pire. Pareil pour les activités professionnelles ou salariées. Imaginons qu'il y ait une loi sur leur domaine d'activité. Le juge va subir des pressions énormes s'il doit faire un contrôle de constitutionnalité sur cette loi, des pressions énormes dans son travail, dans son activité professionnelle ou salariée. Il va pouvoir vouloir, inconsciemment, c'est pas toujours conscient, mais peut être influencé par ça. Alors on peut pas garantir qu'il sera jamais influencé par quoi que ce soit, évidemment, mais on peut essayer de faire en sorte qu'il le soit le moins possible. Évidemment, en tant que juge, ils seront rémunérés, ça c'est logique. C'est pas qu'elles ont pas de fonction, pas d'activité professionnelle ou salariée, qu'ils n'ont pas d'argent, ils seront payés en tant que juges, ça va de soi. Alors ils sont inamovibles, on peut pas les virer. Mais si, on peut quand même un peu, pourquoi ? On peut les virer, comme les juges normaux, ils sont révocables pour faute. Pour faute, et donc par les autres juges constitutionnels. Comment la majorité des 2/3 ? Pourquoi pas la majorité simple ? Parce que ça pourrait créer des guerres de clans, ça pourrait surtout permettre à une majorité d'asseoir sa domination sur d'autres membres. Donc là, il faut quand même une majorité plus forte, pas trop forte, sinon une petite minorité de récalcitrants, une petite minorité de juges voyous, entre guillemets, pourrait ne pas être sanctionnée par les autres. Donc 2/3, pour moi, c'est une valeur qui semble tout à fait cohérente. Imaginons qu'il y ait, 12 juges constitutionnels, eh bien, sur ces 2 juges, il en faudrait 8 pour en révoquer, pour en renvoyer un qui aurait fait une faute. Une faute grave, une faute importante. Un jugement bâclé, une audience en étant complètement ivre. Une faute qui pourrait justifier qu'il soit renvoyé par les autres juges constitutionnels. Uniquement par eux, même pas par les juristes électeurs, ou par le pouvoir politique, non, surtout pas. Car il faut éviter un maximum de pression extérieure. Il faut leur permettre de juger en toute indépendance. Alors, qui doit exercer ? C'est une cour constitutionnelle qui doit exercer ce contrôle. Mais il y a une exception. C'est le contrôle de constitutionnalité des règlements autonomes. Les règlements autonomes, alors en France, l'ordre administratif et ses juridictions contrôlent la légalité des actes administratifs par rapport à la loi et au bloc de conventionnalité, donc aussi par rapport aux accords et aux traités internationaux. Bon là je l'ai pas mis, mais il y a aussi un contrôle entre les différents actes administratifs qui peuvent être sanctionnés parce qu'ils respectent pas d'autres actes administratifs supérieurs.
Parce qu'il y a une hiérarchie au sein des actes administratifs, c'est un peu compliqué. On l'avait vu un tout petit peu dans l'épisode 62. Mais alors, ces actes administratifs, qu'est-ce qui contrôle la constitutionnalité des règlements autonomes? Alors les règlements autonomes, ce sont les actes administratifs qui sont hors du domaine de la loi. En gros, ce ne sont pas des décrets d'application d'une loi. Car ça existe, il y a des décrets qui viennent appliquer une loi. Ils sont juste là pour appliquer une loi. Ces décrets-là, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité qui est opéré par le juge administratif. Pourquoi? Parce que s'ils appliquent une loi qui est elle-même conforme à la Constitution, ils sont censés être conformes à la Constitution aussi. Sinon, c'est qu'ils ne respectent pas la loi. Et dans ce cas-là, le juge administratif pourra les sanctionner. Bref, ça c'est la théorie de la loi écran, on en a un petit peu parlé à l'épisode 62. Sinon, n'hésitez pas à aller faire une petite recherche sur internet, vous pouvez très bien trouver la réponse. C'est ce que la théorie de la loi écran, c'est assez intéressant. C'est cette idée que s'il y a un décret d'application d'une loi, la loi fait écran à tout contrôle de constitutionnalité par le juge administratif. Puisque ce décret est normalement conforme à la loi, qui elle est conforme à la Constitution. Donc là j'ai déjà un petit peu dit la réponse. C'est le juge administratif qui peut contrôler la constitutionnalité des règlements autonomes. Pourquoi? Car il a la connaissance des actes administratifs. Donc, quand les actes administratifs arrivent devant lui pour être jugés, pour être éventuellement sanctionnés parce qu'ils ne respectent pas la loi, parce qu'ils ne respectent pas un traité international, ou parce qu'ils ne respectent pas la Constitution, eh bien à ce moment-là, le juge administratif va pouvoir contrôler la constitutionnalité des règlements autonomes. Il a la connaissance des actes administratifs, et en plus c'est le bon moment, parce qu'il doit déjà contrôler leur légalité. Ça évite d'engorger la Cour constitutionnelle, et ça évite plusieurs recours pour le jugement d'un acte administratif. Par contre, j'aimerais ajouter un truc qui n'existe pas actuellement. C'est une question en interprétation constitutionnelle. L'idée c'est quoi? C'est que, à la discrétion du juge administratif, donc c'est le juge administratif qui va décider si oui ou non il veut poser cette question, il n'est pas obligé. En fait, il va poser une question à la Cour constitutionnelle sur l'interprétation d'une partie de la Constitution, d'un article, d'un mot, d'une phrase. Il va dire, excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment vous l'interprétez? Et en fonction de la réponse, il va pouvoir fonder son interprétation à lui, et surtout, ce juge va pouvoir rendre sa décision. Mais il n'est pas obligé de poser cette question, il peut très bien interpréter lui-même. Donc ça favorise la cohérence, le dialogue entre les juges, mais ça n'empêche pas le juge administratif, lorsqu'il est face à un acte administratif, un règlement autonome, et qui serait contraire à la Constitution, de le sanctionner pour cela. Donc si on résume tout ce qu'on a vu au cours de cet épisode, on a vu qui doit exercer le contrôle de constitutionnalité qui est un contrôle primordial, je le répète encore. C'est la Cour constitutionnelle qui est un juge spécifique, pour un droit spécifique, primordial, au cœur du contrat social. C'est une Cour qui est élue. Elle est élue car ça permet de sélectionner les meilleurs et ça permet aussi d'avoir des juges responsables. Pour combien de temps? Pour 12 ans. Chaque juge serait élu, selon moi, dans la Constitution, pour 12 ans, renouvelés par tiers, tous les 4 ans, avec des mandats renouvelables. Les candidats, les électeurs, seraient juristes. Ça, c'est à préciser, mais il y aurait notamment des juges et des avocats. Aussi, les élections et les candidatures sont contrôlées par un organe indépendant mixte, et il y a l'intervention de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour tout ce qui est déclaration d'activité et d'intérêt. Autre chose importante, les juges sont indépendants et inamovibles. Ils sont inéligibles, à part bien sûr pour devenir juge constitutionnel. Ils n'ont aucun poste à responsabilité dans un parti politique. Ils ne peuvent exercer aucune fonction publique ou activité professionnelle. Et ils ne sont révocables uniquement que par les autres juges constitutionnels, à la majorité des 2 tiers, et pour faute. Enfin, on vient de le voir, le juge administratif peut aussi exercer un contrôle de constitutionnalité, mais sur les règlements autonomes. Et aussi, j'ajoute une question en interprétation constitutionnelle qui est possible à la discrétion du juge administratif et qui serait l'occasion pour le juge administratif de poser une question sur l'interprétation d'une partie de la Constitution à la Cour constitutionnelle. C'est très dur à dire. Franchement, constitutionnel, j'arrête pas de le dire comme ça, constitutionnel, on comprend rien. Non, juste c'est la fin de l'épisode, j'aimerais quand même en rire. Tout le long de l'épisode, tout le long de l'enregistrement, j'ai pas arrêté de dire constitutionnel, constitutionnel. J'arrive pas à le dire constitutionnel, il faudrait que je le dise comme ça, mais ce serait vraiment très désagréable à entendre. Bon, peu importe. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Healthcare, et la prochaine fois, on continue là-dessus et on se demande quand et comment peut être saisie la Cour
constitutionnel. Merci encore à toutes et tous, n'hésitez pas, pouce bleu, commentaires, etc., etc. Vous connaissez la musique. C'est parti pour le générique de fin, c'était Elsker, à bientôt.